Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette session de l'information, passation de service à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Rémi Prosper Moretti a officiellement pris les rênes de la grande instance de régulation des médias ce mardi. Ouverture de l'atelier sur les indicateurs de l'universalité sur l'Internet, c'était ce mardi 23 juillet 2019. Et puis coup de feu, saccage et incendie à la prison centrale de Yaoundé dans la nuit du lundi à mardi. Bienvenue dans cette édition. Passation de charge à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. La cérémonie s'est déroulée ce mardi 23 juillet 2019 au siège de l'institution en présence des acteurs des médias, du personnel de la HAC et des parents invités à l'occasion. Suivez le point que nous fait Ayat Foué. C'est un reportage dit par François Mbédirinto. Adamo Bonitessi s'en va et Rémi Prosper Moretti s'installe. Le président sortant de la RAC, Adamo Bonitessi, est satisfait de son bilan et disponible à accompagner son successeur dans l'accomplissement de sa mission. Je voudrais, au nom du conseil sortant, souhaiter la bienvenue au nouveau conseil et leur dire toute notre joie de procéder à cette cérémonie qui est l'illustration de la vivacité de notre démocratie, qui permet le respect des textes. Nous avons pris fonction ici il y a 5 ans pour un mandat non renouvelable. Nous sommes en train de passer le témoin après un parcours qui peut être apprécié par tout le monde. Nous partons, mais nous restons à votre disposition à tout moment, parce que l'œuvre est commune. Monsieur le Président, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de détermination et la réussite au bout du rouleau. À son tour, le président entrant, Rémi Prosper Moretti, a promis avec son équipe faire de son mieux pour le rayonnement de la presse. Merci, Monsieur le Président, pour le travail abattu. Je vous ai écouté et je me suis rendu compte de ce qui nous attend. Nos défis, c'est tout comme vous, assurer, garantir la liberté et la protection de la presse, mais aussi veiller à l'accès équitable des partis politiques, des citoyens, des associations, à l'information et à la communication. Monsieur le Président, vous avez fait ce que vous pouvez. Qu'il plaise à Dieu, nous ferons aussi ce que nous pourrons. Il est à rappeler que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est l'une des 7 institutions républicaines prévues par la Constitution du Bénin. Elle est composée de 9 conseillers dont le mandat est de 5 ans. Les conseillers Bastien Salami et Franck Potemer ont accepté de se prononcer à notre micro sur les ambitions au sein de cette mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Nous sommes disposés, comme vous le constatez, à jouer notre partition afin que l'institution qu'est la RAC puisse garantir la liberté de presse, la protéger, voire même la promouvoir. Cette institution est une institution également de régulation des médias, de la presse en général. Nous allons nous efforcer à amener les partenaires que vous êtes à concilier la liberté, cette liberté de presse avec la responsabilité. Et vous n'êtes pas sans savoir que je suis avocat, juriste, donc praticien de droit. Je m'évertuerai à ce que cette liberté soit exercée dans un cadre légal, partisan ainsi de la légalité. Je voudrais vous assurer de ce que rien ne sera fait pour remettre en cause les droits acquis en la matière, mais
Nous allons également nous assurer de ce que les professionnels que vous êtes soyez des partenaires privilégiés afin que les révolutions que nous souhaitons et autres technologies nouvelles soient une réalité. Aujourd'hui, il a plu à la profession de m'envoyer en tant que conseiller représentant les médias. Et je voudrais rassurer mes confrères, dire que nous travaillerons à ne pas trahir la confiance qui a été placée en notre modeste personne. Je voudrais insister pour dire que nous veillerons à ce que toutes les décisions que nous allons prendre ici ensemble, c'est vrai, nous verrons d'horizons divers, mais nous veillerons à prendre des décisions qui restent conformes aux tests, aux lois qui nous gouvernent, la loi organique, le règlement intérieur. Nous essaierons d'appliquer ces dispositions dans l'intérêt supérieur de la corporation pour qu'à la fin de notre mandat, nous puissions nous réjouir de ce que la 6e mandature a effectivement porté des fruits. Lancement ce mardi 23 juillet 2019 de l'atelier sur les indicateurs de l'universalité sur l'Internet. C'était en présence de la présidente du réseau francophone, des ministres de l'économie numérique, Aurélie Adam Soulé, ministre de l'économie numérique et de la communication, des ministres de l'enseignement maternel et primaire, des affaires sociales et des professeurs d'université. Maury Agua et Fréjus Fiossi pour le point. Cet atelier est un symbole fort, celui d'un pays, le Bénin résolument engagé pour devenir un pionnier de l'universalité de l'Internet en Afrique et dans le monde. L'universalité de l'Internet est un concept adopté depuis 2015 par l'UNESCO. La ministre de l'économie numérique, Aurélie Adam Soulé, nous donne ici sa définition selon l'UNESCO. L'UNESCO dit que l'universalité de l'Internet en tant que concept capture ce qui est important au vu de l'ampleur croissance de l'Internet dans les affaires humaines. Elle met en lumière les normes et les valeurs comportementales qui appuient cette tendance et fait ressortir la nécessité de renforcer celles-ci, donc ces normes et valeurs, qu'Internet participe à la réalisation des plus grandes aspirations de l'humanité, et que cet Internet doit être omniprésent et au service de tous, et qu'il doit également refléter la participation générale à son développement et à sa gouvernance. Cet atelier consacre donc le lancement de l'étude sur l'universalité de l'Internet au Bénin. La ministre de l'économie numérique et de la communication précise ici l'objectif principal. L'objectif est de renseigner un certain nombre d'indicateurs, d'avoir le feedback, en tout cas les inputs, les contributions d'un certain nombre d'acteurs par l'administration d'un questionnaire ou par la réalisation d'entretiens, et afin d'apprécier les facteurs d'évolution de l'Internet dans notre pays. Pour Alain Kinyendou, professeur titulaire de la chaire UNESCO, ce choix porté sur le Bénin est pour une étude unique. Cette étude est une première en Afrique et dans le monde. Je dis bien une première. En Afrique, il y a eu une étude pilote, mais partielle, qui a été menée au Sénégal. Mais c'est la première fois qu'une étude de grande envergure est menée. Le Bénin est un pionnier et l'expérience béninoise servira d'exemple à d'autres pays au-delà du continent. Lentement mais sûrement, le gouvernement est en passe d'atteindre son objectif phare du programme d'action du gouvernement concernant l'économie numérique et de la communication au Bénin. Les 3 premiers du baccalauréat session de juin 2019 sont connus. Contrairement au BPC 2019, c'est une fille qui a occupé le premier rang au plan national. Son nom, Merveille Claudia Talia Rontombi. Elle est une élève du collège catholique Saint-Pierre-Claver de Lokossa, dans le département du Mono. Jonas Botti est allé à la découverte de ce génie de 16 ans qui a obtenu le bac série C avec une moyenne inédite de 18,13 suivait. Âgée de 16 ans seulement, Rontombe Claudia Merveille Italia a surclassé tous les candidats au bac 2019, toutes séries confondues, en décrochant le bac C avec une moyenne de 18,13 sur 20.
Elle remercie tous ceux qui ont contribué de diverses manières à cette prouesse. D'abord à papa. Je lui dis merci pour tout le soutien qu'il m'a donné. À mon frère. C'est lui qui a été mon repère. Bon, disons que c'est à lui que je dois ça. Et après, à mes profs, à M. Cueil, parce qu'il m'a beaucoup frappé. Surtout quand nous sentons déjà qu'il y a ce petit génie en eux, il y a cette méthode-là que nous avons, en demandant à nos apprenants d'aller au-delà de ce qu'ils accomplissent. Et c'est ça qui conduit à ces résultats. En effet, elle sentait le coup venir, donc elle me disait déjà, si je ne suis pas première, ne m'appelez pas. Le père de Merveille, qui est un délégué médical, n'est pas du tout surpris du résultat de sa fille. Bon, l'aînée, elle a eu le bac avec la mention assez bien. Celui qui l'a suivi dans le souci de relever le défi, et lui, il a eu le bac avec la mention bien. Donc, il ne restait qu'une chose pour Claudia, c'était d'avoir la mention très bien. Bon, elle nous a promis d'aller toucher le plafond, et aujourd'hui, nous voilà les mains contre le plafond. Dans cette euphorie que nourrissaient les accolades et les appels téléphoniques des parents, amis et professeurs de Merveille, on ne pouvait s'empêcher de remarquer l'absence d'une personne, la mère de Merveille. En effet, Merveille est une orpheline de mère depuis l'âge de 8 ans. Benjamin, d'une fratrie de 3 enfants, Merveille a passé sa vie avec ses tantes pour qui l'émotion du jour avait un double sens. Oui, à l'endroit de Claudia. Sincèrement, l'émotion est trop grande. Oui, l'émotion est grande et vous l'avez bien compris à cause de ce que Claudia a vécu dans sa vie. Mais n'empêche, elle a quand même réussi à réaliser l'exploit et c'est ça l'essentiel. Vraiment, merci au Seigneur. Et merci à ma nièce aussi. Parce qu'on a vu qu'elle s'est donnée. Elle s'est donnée. Elle s'est donnée. Malgré tout, elle s'est donnée. Elle l'a dit. Elle nous l'avait promis. Et elle l'a fait. Vraiment, toutes mes félicitations à elle. Je tiens d'abord à remercier le Tout-Puissant pour son œuvre. Et je tiens à remercier Claudia et ses professeurs. Je souhaite qu'elle arrive à trouver une bourse étrangère pour faire au moins les hautes études, soit en mathématiques ou en physique. Avec 18,13 sur 20 au bac série C, Merveille Rountongbe vient de prouver toute sa capacité intellectuelle à faire ses études supérieures dans un domaine scientifique. La balle est donc dans le camp des autorités béninoises d'offrir l'opportunité à cette fille à mettre son génie au service du développement du Bénin. Que retenir du dossier sur l'île de l'été que le Bénin a discuté devant la Cour de la Haye avec son voisin du Niger? La question a préoccupé les députés à l'Assemblée nationale lors de l'adoption de l'autorisation de ratification sur les immunités juridictionnelles. Le ministre Garde des Sceaux Séverin Quenom a apporté des éclairages sur le dossier et sur le domaine diplomatique du Bénin à New York. On écoute Maître Séverin Quenom au micro de Amen Didier Rumpenoudi et Romaric Devouchi. Je dois ajouter, c'est à l'actif de nous tous, que la loi récente votée pour ce qui concerne le renforcement de la gouvernance juridique et judiciaire apporte une garantie supplémentaire pour la protection des biens et des intérêts de l'État. Vous verrez qu'à l'avenir, nous allons sortir de ce cycle infernal de condamnation tous azimuts. Sur la question de l'île de l'été, l'île de l'été a fait l'objet d'une longue procédure devant la Cour de la Haye à la demande des deux États du Bénin et du Niger. Les deux États ayant été défendus par des collèges d'avocats et une décision définitive est tombée, contre laquelle il n'était pas possible de faire de recours et les États avaient résolu. Parce que ces deux États, qui sont des États voisins, ont entendu porter ce différend pour devoir régler définitivement.
le Bénin doit pouvoir exécuter cette décision-là et considérer que les parties territoriales dont nous avons été amputés sont désormais partie de notre, ne font plus partie du territoire national, de même que de l'autre côté, il y a eu des ajouts, il y a eu des territoires, des portions de terre qui ont été concédées au Bénin qui n'étaient même pas dans les réclamations, dans nos réclamations initiales. Il faut donc dire que même si on a le sentiment de n'avoir pas gagné entièrement ce procès-là, le Bénin n'est pas sorti de façon entièrement défavorable. De telle sorte que, s'agissant d'une décision, nous sommes obligés de l'exécuter, de considérer que cette affaire-là est définitivement close. Il va d'ailleurs de l'intérêt de notre pays pour les besoins de la paix dans la région et de l'établissement de bonnes relations de voisinage avec l'État du Niger. S'agissant du domaine qui a fait l'objet de transactions privées par des agents de l'État au détriment du ministère des Affaires étrangères, le domaine a été restitué à l'État du Bénin. Et c'est d'ailleurs donc la preuve de l'inaliénabilité des biens de l'État qui ne peut pas sortir de son patrimoine sans que les décisions préalables qui doivent être prises l'aient été. Au registre santé, le Rotary Club, en collaboration avec le ministère de la Santé, organise une grande campagne de dépistage des hépatites B et C dans plusieurs départements du Bénin. Le lancement officiel de cette campagne a eu lieu ce mardi à l'université d'Abomey-Calavi sous la présidence de Benjamin Nkpati, ministre de la Santé. Le point avec Martin Koudenoupo et Romaric Devauchy. Reportage d'Ipa Samson OK. Investir dans l'élimination de l'hépatite, c'est le thème général de la Journée internationale de l'hépatite édition 2019. À cet effet, le Rotary Club International, en partenariat avec le ministère de la Santé, a organisé une campagne nationale de dépistage de l'hépatite. La cérémonie de lancement officiel de cette campagne s'est déroulée ce mardi 23 juillet 2019 au campus d'Abomey-Calavi. Benjamin Nkpati, ministre de la Santé, présent à cette cérémonie, donne les statistiques de cette maladie virale dans le monde entier. Les hépatites virales constituent un problème majeur de santé publique à l'échelon mondial. Elles sont responsables de 1,34 million de décès annuels selon l'Organisation mondiale de la santé, chiffre supérieur à celui du VIH-Sida et à celui du paludisme. Les hépatites chroniques B et C sont les plus redoutables car elles peuvent se compliquer de cirrhose et de cancer du foie. Présentes partout dans le monde, ces infections chroniques affectent 328 millions de personnes, dont 257 millions pour l'hépatite B et 71 millions pour l'hépatite C. Paradoxalement, les hépatites virales sont peu connues de la population générale et même des agents de santé. Le ministre, après avoir remercié les membres du Rotary Club pour leur contribution aux actions du ministère de la Santé, a lancé un appel aux étudiants avant de procéder au lancement officiel de cette campagne. Profitez de l'occasion pour vous faire dépister. C'est sur cet appel que je déclare ouverte la campagne nationale de dépistage des hépatites B et C des Rotary Club qui se déroulera du 23 au 27 juillet 2019. Cette cérémonie, riche en couleurs par la prestation des artistes, a aussi connu la présence d'autres ministres du gouvernement et des coordonnateurs du projet. Le président de l'Association des fédérations francophones de tennis, Daniel Chos, qui est en visite au Bénin depuis le vendredi, a achevé cette visite par une conférence de presse animée dans la matinée de ce mardi 23 juillet 2019 en présence du ministre des Sports, de la Culture et du Tourisme, Oswald Ombeki, et du président de la Fédération du tennis, Jean-Claude Talon. Il s'est notamment exprimé sur la construction d'une académie de tennis au Bénin. Il est au micro de Linda Kao et Denis Marouya. Je voudrais avant toute chose vous dire deux choses. La première, c'est mes impressions de voyage, si je puis dire. D'abord, un lieu magnifique.
Cette académie du tennis est implantée ou sera implantée dans un lieu absolument exceptionnel. Je crois que nous qui, quand même, bougeons pas mal dans le monde, on peut témoigner de cela. C'est une chance incroyable que d'avoir un lieu aussi exceptionnel, et ça nous oblige. Ça nous oblige à réaliser un projet qu'il soit, je ne parle pas que du tennis, là pour le coup, un projet qui soit respectueux du site dans lequel il va s'inscrire, de la nature, je dirais aussi de ceux qui y habitent aujourd'hui, qui en vivent. Je pense aux pêcheurs, notamment, bien évidemment. Ça nous oblige. Mais ce lieu, si sous cette réserve-là, nous savons effectivement tirer le meilleur parti, c'est le projet aujourd'hui de nos amis béninois, on doit aboutir à quelque chose effectivement d'exceptionnel. La seconde chose, et c'est plus en rapport avec notre projet dont on va parler maintenant, j'imagine, c'est le soutien. Le soutien, d'abord de l'ensemble du gouvernement, derrière, cette fois-ci, je dirais, notre ministre des Sports, c'est assez remarquable. On sent qu'il y a une envie d'y arriver, une envie de réaliser au mieux, en respectant le site, bien sûr, mais aussi en permettant au Bénin d'attirer des touristes qui viendront, j'en suis sûr, de la région comme de bien au-delà, viendront ici. Hors du Bénin, coup de feu, saccage et incendie à la prison centrale de Yaoundé dans la nuit du lundi à mardi. Les forces de sécurité camerounaises sont intervenues pour réprimer une mutinerie de détenus séparatistes et politiques qui protestaient contre leur détention en se filmant via Facebook. Des tirs ont également été entendus par des témoins aux abords de la prison du Béa, la grande ville du sud-ouest. Reportage. Coup de feu, saccage et incendie à la prison centrale de Yaoundé. Les forces de sécurité camerounaises sont intervenues dans la nuit de lundi à mardi pour réprimer une mutinerie de détenus séparatistes et politiques qui protestaient contre leur détention en se filmant via Facebook. Il y a eu des tirs toute la nuit. C'était comme un feu d'artifice. Les tirs ont cessé à un moment, a déclaré à l'AFP un riverain, confirmant des informations relayées sur les réseaux sociaux. Ces coups de feu tirés par les forces de sécurité visaient à empêcher des détenus de s'évader. Beaucoup se sont révoltés dans la nuit, saccageant et incendiant des services de l'administration pénitentiaire selon des sources concordantes. Mardi matin, les violences avaient cessé dans la prison. Le calme prévalait aux abords du pénitencier, a constaté un journaliste de l'AFP. Un cordon de sécurité tenu par des militaires et policiers était sur place. L'as menant à l'entrée principale de la prison était bloqué à la circulation. Plusieurs détenus ont été blessés, selon des sources proches de l'administration pénitentiaire. Parmi eux, l'ancien premier ministre Inoni Ephraim et un ancien ministre Hubin Olenguena Aono, pris pour cible par d'autres détenus, ont été hospitalisés. La radio d'État camerounaise, la CRTV, a indiqué qu'il n'y a pas eu de mort ni d'évasion. Une vidéo tournée pendant l'émeute de la nuit montre des détenus de la zone anglophone exultant pendant la mutinerie. Dans une ambiance crépusculaire, on voit des détenus briser tout ce qui leur tombe sous la main, incendier certains locaux de la prison et chanter l'hymne séparatiste en bazonia. L'un d'eux crie en anglais « Ils nous tirent dessus, ils veulent nous tuer ». Beaucoup de détenus de la prison centrale de Yaoundé, opposants politiques et séparatistes anglophones, avaient commencé à manifester lundi après-midi, diffusant en direct sur Facebook leurs revendications portant autant sur le changement de leur ration alimentaire que sur leur exigence de libération. Amnesty International a réagi mardi demandant aux autorités de s'abstenir de recourir à une force excessive et de mener une enquête indépendante et efficace sur l'usage d'armes à feu et de balles réelles. Le gouvernement, dans un communiqué, affirme qu'aucun tir à balles réelles n'a été effectué durant l'intervention. Selon lui, la bibliothèque, l'atelier de couture des femmes, le bureau du directeur de la discipline ont été incendiés et 177 détenus repérés parmi les meneurs ont été remis à la police et la gendarmerie.
À son arrivée comme chef du gouvernement en juillet 2016, au lendemain du référendum qui a décidé de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la première ministre britannique Theresa May ambitionnait de réaliser le Brexit et de personnifier la lutte contre l'injustice sociale. Elle tire sa référence mercredi sur un bilan quasi nul. Reportage. La première ministre britannique Theresa May ambitionnait de réaliser le Brexit et de personnifier la lutte contre l'injustice sociale. Elle tire sa révérence ce mercredi sur un bilan quasi nul. Le calvaire est presque terminé. Le mandat du pire premier ministre britannique d'après-guerre touche à sa fin. Elle ne manquera à personne, écrit le quotidien conservateur The Telegraph, qui soutenait ouvertement le fougueux ex-maire de Londres, Boris Johnson, lequel va lui succéder. Un éditorialiste du Times, pro-conservateur également, n'est guère plus indulgent, lui reprochant son échec lamentable sur le Brexit et son manque d'ambition dans tous les autres domaines. À son arrivée comme chef du gouvernement en juillet 2016, au lendemain du référendum qui a décidé de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, Theresa May, 62 ans, bénéficiait pourtant d'une image positive et rassurante. 3 ans plus tard, et alors que le pays aurait dû sortir de l'Union européenne le 29 mars, le Brexit reste toujours à faire tandis que les inégalités n'ont jamais été aussi flagrantes malgré un chômage au plus bas. Fin mai, elle a fini par jeter l'éponge, annonçant son prochain départ après des mois au bord du gouffre, entre décomposition de son gouvernement et complot pour la déloger au sein de son propre parti. Malgré 3 votes, Theresa May a été incapable de rassembler une majorité de députés en faveur de l'accord de divorce qu'elle avait conclu en novembre 2018 avec Bruxelles, tandis que son parti, comme les Britanniques, continue de se déchirer sur leur vision des liens post-Brexit avec le continent. Ce n'est pas faute d'ambition pour cette femme qui, derrière sa timidité apparente, rêvait dès l'adolescence de devenir la première femme chef du gouvernement du Royaume-Uni. Après avoir soutenu David Cameron dans sa conquête du parti en 2005, elle hérite du portefeuille de l'Intérieur lorsqu'il arrive à Downing Street en 2010. Elle reste 6 ans à ce poste exposé dans lequel elle s'illustre par sa gestion très ferme de l'immigration et les coupes opérées dans le budget de la police. Son mandat à la tête du gouvernement restera comme l'un des plus courts de l'histoire des premiers ministres britanniques depuis la Deuxième Guerre mondiale. Outre son bilan famélique, les éditorialistes lui reprochent son style froid et mécanique dans l'exercice de cette fonction, l'affublant de surnom Maybot, une contradiction de May, le robot. Et puis le nouveau ministre de la Défense américain a prêté serment ce mardi dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, déclarant que sa nomination est l'honneur d'une vie. Le président américain Donald Trump affirme n'avoir absolument aucun doute qu'il sera un ministre exceptionnel. C'est l'honneur d'une vie d'être nommé ministre de la Défense et de conduire la plus grande armée de l'histoire. Et je le ferai avec cette même énergie et sens du devoir, de l'honneur de la nation que j'ai depuis presque 4 décennies, depuis mes jeunes années à West Point. Personne n'est plus qualifié pour diriger le ministère de la Défense que Mark Esper. Diplômé de West Point, très bon élève d'ailleurs, le ministre Esper a servi dans l'armée pendant 21 ans, y compris durant la guerre du Golfe. J'ai confiance en le fait qu'il sera un ministre de la Défense exceptionnel. Je n'en ai absolument aucun doute. Il est exceptionnel en tout et nous sommes honorés de vous avoir parmi nous. Mesdames et messieurs, ce journal s'achève ainsi. Merci pour l'attention et à très bientôt.